Donc, nous allons aujourd'hui être plusieurs à vous parler des discriminations d'accès à l'eau potable que subissent les personnes vivant dans les territoires dits d'outre-mer, au sujet duquel nous allons lundi donc alerter les autorités ainsi que les Nations Unies à partir d'un rapport collectif qui sera donc publié lundi, qui sera consultable dès après la conférence de presse sous embargo strict à nouveau, que je vous transférerai par mail, et nous formulons différentes demandes dont nous allons parler pour qu'il soit enfin possible d'espérer un changement sur ces situations. On va rapidement présenter les acteurs et actrices qui portent et coportent cette action, dont se représenter aujourd'hui. Donc, je vais laisser chacune rapidement se présenter et notamment indiquer pour quelle organisation ils vont parler. On peut commencer peut-être en vidéo par Sabrina. Bonjour à toutes et à tous et merci pour la parole, Emma. Je suis Sabrina Cajoli, juriste internationale spécialisée en droit international des droits humains, engagée sur les questions d'accès à l'eau potable, particulièrement en Guadeloupe et dans les Antilles depuis 2020. Je suis la fondatrice de Camberwedge French West Indies, que je représente aujourd'hui et qui est une association antillaise de défense des droits humains dans l'ensemble des territoires français dits d'outre-mer. Parfait. Merci Sabrina. Priscilla, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, bien sûr. Bonjour, Priscilla Ludoski. Donc, moi, je suis la fondatrice et cofondatrice de l'association CLSE, Collectif des luttes sociales et environnementales, qui se focalise exclusivement sur les territoires dits d'outre-mer, avec pour mission principale de contribuer à l'effort de mise en lumière des problématiques sociales et environnementales de ces territoires. Merci. Régis? Oui, bonjour à tout le monde. Donc, Régis, militant à Lionnage pour dépolluer Martinique. Donc, nous, notre action est essentiellement sur les pesticides et notamment le chlordécone. Parfait, merci beaucoup. Nous avons également en vidéo Nolwenn de Guyane Nature Environnement. Je ne sais pas, Nolwenn, si tu veux dire un mot, donc, qui ne va pas forcément prendre la parole pour la conférence de presse, mais qui sera disponible après dans le cadre des questions notamment. Bonjour à tous. Bon, alors je suis disponible du coup pour prendre la parole si jamais il y a besoin, mais effectivement, c'était surtout pour suivre la conférence de presse. Je suis donc le coordinateur de la Fédération des associations de protection de l'environnement en Guyane. L'objectif était d'être présent, déjà, comme je disais, pour suivre la conférence, mais aussi mettre en évidence les problématiques d'accès à l'eau potable qui sont assez scandaleux pour nos outre-mer. Je ferai juste un petit parallèle et je ne serai pas plus long. Il y a par exemple la commune de Toulouse qui a mis en place une taxation différenciée pour l'eau potable en métropole, enfin en hexagone. L'été, l'eau va coûter plus cher. Ça a fait les gros titres de grands médias. En Guyane, on n'a pas eu d'eau potable en 2023, en 2024 sur toutes les communes. Ça ne fait pas les gros titres de la presse. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et puis je reste disponible pour toutes les questions. Une belle entrée en matière, merci Nolwenn. Et puis en présentiel, Pierre, je t'en prie. Oui, je suis Pierre Gallet de l'ASOPAMAR, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais. Terre, c'est bois, bois, c'est de l'eau c'est la vie. La terre, c'est la forêt c'est l'eau c'est la vie. On est très concerné par toutes les problématiques de l'eau en Martinique et en Outre-mer en général. Merci beaucoup. Et donc, moi, c'est Emma Feilleux. Je travaille pour l'association Notre Affaire à tous, qui est une association nationale qui utilise le droit, l'outil juridique de manière générale sur des thématiques climatiques et environnementales. Voilà, je ne serai pas plus longue. Nous sommes aussi, donc ne sont pas représentés aujourd'hui, mais font également partie de la démarche Mayotte à soif, Mayotte Nature Environnement, l'association réunionnaise Sillage et l'association guadeloupéenne Vivre. Donc nous sommes en tout 8 associations locales, 2 associations nationales, donc une que Priscilla représente qui coordonne notamment et met en valeur les luttes des ultramarines et Notre Affaire à tous sur les questions d'expertise juridique. Donc très rapidement et ensuite voilà, les interventions vont un peu se dérouler, il y aura un temps de questions comme je le disais après. En note introductive, il faut savoir que la gestion de l'eau potable en France fait l'objet de différentes normes qui nous viennent du droit international, du droit européen et du droit français. Toutes ces échelles de droit reconnaissent le droit humain à l'eau potable et tout comme la nécessité de prendre en compte les difficultés particulières qui pourraient concerner certaines populations, notamment en fonction de leur lieu de vie.
Donc cette reconnaissance du droit à l'eau et de l'attention à accorder aux populations vulnérables sont reconnues à toutes les échelles juridiques. Et pourtant, en France, le cadre juridique qui concerne ce droit à l'eau potable ne permet pas la prise en compte des réalités des territoires dits d'outre-mer. Et donc, on méconnaît des contraintes, notamment infrastructurelles, financières, socio-économiques, climatiques. Et avec ça emporte, on va le voir tout au long de cette conférence de presse, des conséquences extrêmement fortes dans les territoires dits d'outre-mer, qui sont de plusieurs ordres, de plusieurs degrés, différents degrés selon les territoires, mais elles se retrouvent systématiquement, hein, les catégorisations qu'on a fait sur tous ces territoires dits d'outre-mer. Tout ce qu'on va vous décrire à l'oral pendant cette conférence de presse est détaillé dans le rapport collectif qu'on publie lundi. Et dont on reparlera à différentes reprises. Et on vous reparlera également des suites qui vont être données à ce rapport. Pour vous décrire un peu plus les problématiques, je vais d'abord transmettre la parole à Pierre sur les problématiques infrastructurelles, qui est une des premières catégories de problématiques qu'on retrouve en matière d'accès à l'eau. Merci Emma. Nous sommes constitués à 80% d'eau, c'est dire à quel point l'eau est importante pour nous. Et nous sommes nombreux à avoir besoin d'eau. Pour parler à l'échelle de la Martinique, on estime qu'un humain a besoin de 150 litres d'eau par jour. Nous sommes 360 000. Sur les 365 jours de l'année, ça représente à peu près 20 millions de mètres cubes. En réalité, 20 283 000 mètres cubes. On est à 152 litres d'eau par Martiniquais par jour. On est tout à fait dans la norme. La ressource en eau qui est servie en Martinique, déjà, il y a l'eau qui passe dans les rivières. On est à 1,3 milliard de mètres cubes. C'est beaucoup. Après, il y a éventuellement les nappes phréatiques, 1 demi-milliard de mètres cubes. Il y a les eaux de ruissellement et de pluie. On est à 2,3 milliards de mètres cubes. Au total, il y a peut-être 4 milliards de ressources qui sont exploitables. Et sur ces 4 milliards, 1 milliard qui est exploitable assez facilement dans les rivières. Nous avons besoin de 20 millions de mètres cubes. On manque d'eau. Ce n'est pas un problème de ressources, c'est un problème de gestion, c'est un problème d'organisation, c'est un problème d'organisation et de mise en place. En tout cas, pas la mise en place juridique, elle est organisée par les cadres, on sait comment le faire depuis longtemps, mais le cadre pratique. Pourquoi on manque d'eau? En réalité, on ne prélève pas simplement les 20 millions de mètres cubes dont on a besoin, on prélève un peu plus. On prélève à peu près 60 millions de mètres cubes. Il y a 17 millions qui partent pour l'agriculture, 1 million qui part pour l'industrie. Il y a 5-6 millions qui partent pour le service de l'eau, c'est-à-dire transformer l'eau en eau potable et lessiver, laver les établissements industriels. 8%, c'est à peu près la norme. Puis après, on a 45% qui partent dans les tuyaux. On a donc 20 millions de mètres cubes qui sont servis, 20 millions de mètres cubes qui sont facturés. On a 55 millions de mètres cubes qui sont préparés, qui sont payés. Et donc, il y a une facture sur les 20 millions de mètres cubes qui correspond aux 55 millions de mètres cubes qui sont produits. Malgré ça, ce ne sont jamais que 55 millions sur 1 milliard de mètres cubes. Malgré ça, on a quand même des coupures d'eau, des coupures tournantes. On a des périodes de l'année où on n'a plus d'eau au robinet, parfois pendant plusieurs jours, parfois pendant des semaines. Et elles ne sont pas aussi tournantes qu'elles pourraient l'être parce qu'il y a parfois des conflits d'économie, d'opérateurs, et on se retrouve comme ça dans une situation dans laquelle c'est absolument insupportable. Ceci pour vous parler de la Martinique. 152 litres d'eau par jour, c'est sans tenir compte des jours de coupure. On serait peut-être à 160, mais on a tous de l'eau. Sur l'eau qui est perdue dans les tuyaux, on perd le tiers à Mayotte, 50% en Martinique, 60% à La Réunion, 63% à la Guadeloupe. Autant dire que la gestion de l'eau n'est pas tout à fait organisée de façon optimale. Et ceci uniquement pour les populations desservies, parce qu'on peut se retrouver avec, sur la Guyane, 30% des populations qui ne sont pas desservies. Sur la population mahoraise, 15% des populations qui ne sont pas desservies. Tout ça, ça devient énorme. On se retrouve donc avec des coupures d'eau qui deviennent de plus en plus récurrentes, alors qu'avec le dérèglement climatique, on estime que la ressource va aller en se raréfiant. Aujourd'hui, on n'est pas encore avec les réponses et la crise ne s'est pas encore développée. Voilà ce qu'on veut dire en quelques mots sur les infrastructures.
Merci beaucoup. Donc effectivement, vous le verrez dans le rapport, ces coupures d'eau se retrouvent aujourd'hui donc en Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte et commence à se déployer aussi à La Réunion. Et donc c'est la réponse qu'on apporte aux problématiques infrastructurelles, y compris dans des territoires où on n'est pas encore en situation de stress hydrique. Donc voilà. Je vais maintenant passer la parole à Régis qui va nous parler des autres catégories de problématiques qu'on a documentées dans le rapport, à savoir les problématiques qualitatives qui se rattachent à la pollution de l'eau et aux problématiques tarifaires de l'eau potable distribuée. Oui, donc je vais déjà parler très rapidement des problèmes. A bien mis le doigt sur le problème. Là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, surtout qu'il y a eu les assises sur la vie chère pendant 2 jours en Martinique. Donc, sur tous les problèmes de vie chère dans tous les départements d'outre-mer. Donc, on retrouve cette problématique aussi sur la distribution d'eau. Je vais parler sur la partie qualitative et les pollutions, et notamment la pollution au chlordécone. Alors, avec une petite distinction entre Guadeloupe et Martinique, nous sommes un peu mieux lotis que les Guadeloupéens par rapport à la distribution de l'eau, la dépollution. Par contre, en Guadeloupe, il y a eu effectivement du chlordécone dans l'eau du robinet, dans l'eau potable qui est distribuée aux habitants. Donc, il y a une source de pollution chlordécone qui existe et qui est réelle. Ça n'a pas été vu en Martinique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une tradition qui est l'utilisation de ce qu'on appelle des eaux de bord de route. Donc, ce sont des sources d'eau totalement potable. En Guadeloupe, c'est formellement interdit. Et en Martinique, c'est totalement déconseillé. Donc, on voit bien qu'il y a un peu de disparité. Mais ce qui est très important par rapport à ce problème de la pollution au chlordécone, c'est le plan chlordécone 4 qui est mis en œuvre par l'État, où il affiche clairement qu'il ne cherche pas à faire une dépollution, mais le but est de faire en sorte que les Antillais apprennent à vivre avec le chlordécone. C'est-à-dire qu'on apprenne à vivre avec cette pollution, ne cherche pas à l'enlever, et c'est qui se traduit par un plan chlordécone 4 qui est à 135 millions d'euros pour 5 ans pour Martinique et Guadeloupe, à mettre en face une dépollution partielle de la Seine à 1,5 milliard d'euros pour que des compétitions olympiques puissent se faire et que cette dépollution partielle, la Seine recommence à être à nouveau polluée. Donc voilà la vraie problématique sur ces pollutions que nous avons dans les Outre-mer où on ne prend vraiment pas en considération le problème environnemental. Merci. Et donc, on voit voilà, que, donc, première étape, on a près de 3 millions de Français et Françaises, de personnes qui habitent dans les territoires dits d'outre-mer, qui subissent des coupures régulières. Quand bien même un accès à l'eau est parfois effectif, donc quand bien même on a de l'eau au robinet, ça ne se traduit pas forcément en un accès à une eau potable. Et donc, on a des risques vraiment importants, hein, comme le décrit Régis, sur la santé des personnes qui sont exposées. Ces pollutions, elles sont, comme on le voit sur le chlordécone décrit par Régis, entraînées parfois par des activités agricoles, industrielles qui sont insuffisamment réglementées, insuffisamment contrôlées, par une mauvaise protection des zones de captage. En Guadeloupe, hein, c'est par exemple 60% du volume d'eau des captages qui n'est pas protégé. Et on a également l'impact de l'étape 1, c'est-à-dire l'impact de la vétusté et de l'insuffisance des infrastructures, puisque les fuites induisent elles aussi une certaine contamination. Et donc, malgré ces nombreuses problématiques, on constate, et c'est la phrase de sénateurs ultramarins qui disait que les Français les plus pauvres paient l'eau la plus chère, puisqu'effectivement, l'eau la plus chère de France se retrouve, par exemple, en Martinique et en Guadeloupe, et son prix continue d'y augmenter. Et on peut mettre ce prix-là en regard de la qualité de l'eau qui y est distribuée et au regard aussi des revenus moyens des habitants. Donc merci beaucoup Régis. Je vais vous faire un point juridique sur les aspects de discrimination environnementale qu'on porte particulièrement dans ce rapport. C'est une des plus-values des constats qu'on y fait.
puisque ces difficultés quantitatives, infrastructurelles, qualitatives, tarifaires, représentent un défi technique, mais elles sont loin d'être une fatalité ou une coïncidence qui toucherait par hasard les territoires dits d'outre-mer. Ce ne sont pas non plus des problématiques uniquement locales, c'est-à-dire qu'on est vraiment face à des situations qui mettent en question notre conception même de l'égalité nationale. Et surtout, ces situations, elles réunissent tous les éléments constitutifs d'une discrimination environnementale indirecte résultant de l'inaction de l'État. La définition de la discrimination indirecte, elle retrouve 3 éléments cumulatifs. Le premier, c'est un traitement identique de situations différentes. Le second, c'est un désavantage qui résulte de ce traitement identique sur des critères définis par la loi comme le lieu de résidence. Et le troisième, c'est une situation visée par la loi, par exemple l'accès à un service public. Et donc, en l'espèce, là, sur ces discriminations d'accès à l'eau potable dont on parle depuis le début, on retrouve effectivement des situations où les habitants du ultramarin subissent un désavantage dans la fourniture d'eau en quantité, en qualité suffisante, qui est la conséquence indirecte d'une pratique en apparence neutre, c'est-à-dire qu'on a une gestion décentralisée, déléguée de l'eau avec des moyens, alors qui sont un petit peu augmentés, mais largement insuffisants par rapport aux besoins réels de ce que représente la gestion de l'eau dans les territoires dits d'outre-mer. Donc, on ne prend pas en compte suffisamment les réalités des collectivités dites d'outre-mer pour assurer l'accès à l'eau potable. Et cette identité de traitement, qui est en apparence neutre, eh bien, entraîne une rupture d'égalité, une discrimination environnementale par rapport au lieu de résidence des habitants qui sont exposés. Donc, on a vraiment tous les éléments constitutifs d'une discrimination environnementale qui sont caractérisés dans ces situations. Et aujourd'hui, l'organisation des compétences de la gestion de l'eau représente un nœud qui conduit à une déresponsabilisation collective des acteurs impliqués, c'est-à-dire que d'un côté, on a l'État qui dit que finalement, ce n'est pas sa compétence légale d'assurer la gestion de l'eau. On a les collectivités qui pointent leur manque de moyens face à l'ampleur de la tâche. On a également des acteurs privés qui sont impliqués. Et malgré des victoires en justice qui sont obtenues par des associations locales, il reste quand même vraiment difficile d'agir structurellement tant ce nœud de compétences que je décris est bloquant. Donc, c'est un des constats qu'on fait dans le rapport également. Et pourtant, au niveau international, c'est un constat qui est largement documenté. Je vais passer pour cela la parole à Sabrina Cajoli. Merci Emma. D'abord, un mot de remerciement appuyé à toi-même et à notre affaire à tous pour avoir coordonné ce précieux travail collectif qui selon une méthode inclusive, a permis de réunir plus d'une dizaine d'associations et de révéler des problématiques communes. Et je vous remercie de nous avoir invités à Cambered French West Indies à y contribuer. Alors, nous, de par notre domaine d'expertise, notre contribution à ce rapport, elle est principalement reflétée dans les parties qui portent sur la dimension du droit international des droits humains et du droit européen des droits humains, puisque Cambered, avec d'autres associations aussi locales en Guadeloupe, depuis 2020 à peu près, a porté un plaidoyer auprès des Nations Unies sur ces questions-là. Et ce plaidoyer, depuis 2021, a conduit plus de 70 experts des Nations Unies sur les droits humains à travers plusieurs mécanismes que je vais évoquer rapidement, à interpellé, donc ils ont interpellé l'État français à de multiples reprises et ils l'ont exhorté à prendre des mesures d'urgence pour l'accès à l'eau potable de la population en Guadeloupe, ainsi qu'à octroyer des réparations et indemnisations à toutes les victimes du défaut d'accès à l'eau potable et de l'empoisonnement au chlordécone aux Antilles. Et donc ces recommandations-là ont permis même d'élargir un petit peu le débat aux autres territoires qui connaissent des problématiques ou communes, même en tenant compte de leurs spécificités locales. Donc plus précisément, juste rapidement, quand même en 2021, on a eu la première communication de 5 rapporteurs des Nations Unies menée par celui qui a le mandat spécifique de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. En 2023, la situation des coupures d'eau en Guadeloupe a fait l'objet d'une vidéo qui a été projetée au siège des Nations Unies pendant la conférence sur l'accès à l'eau potable. C'était la première conférence depuis 50 ans et ça révélait donc les problématiques que connaissent d'autres territoires.
En 2023, on a 3 comités des Nations Unies aussi, celui sur les droits des enfants, celui sur les droits des femmes et celui sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui se sont fait l'écho des préoccupations des différents rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur ces thématiques et qui ont exhorté la France à remédier à cette situation de toute urgence. Ces recommandations, la même année, ont également été relayées par l'UNICEF dans un rapport inédit qui est intitulé « Grandir dans les Outre-mer » et qui met en exergue aussi l'impact sur les enfants et sur d'autres types de droits aussi que le droit stricto sensu d'accès à l'eau potable. Par exemple, le droit à l'éducation des enfants. En Guadeloupe, les enfants perdent plus d'1 mois de cours par an en moyenne du seul fait des coupures d'eau et des instances de pollution de l'eau à l'école. Et puis, en fin 2023, pour la première fois aussi hors hexagone, un expert des Nations Unies sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement s'est déplacé même en Guadeloupe pour traiter de ces questions-là, ce qui a donné lieu aux 2 dernières communications les plus récentes en la matière, l'une en janvier 2024 et la deuxième en février 2024. Et ces recommandations appuient notamment des propositions de loi sur les questions d'accès à l'eau et de réparation pour le chlordécone et exhortent encore la France à prendre des mesures en la matière. Donc on voit que ces recommandations ont été de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes au cours des dernières années. Je rappelle que ces recommandations reposent sur des traités internationaux qui ont une valeur juridique très importante, supérieure à celle de nos lois nationales en vertu de l'article 55 de la Constitution, et qui donc sont censés être suivis par la France et peuvent appuyer utilement des recours en cours, comme ceux, par exemple, que soutient notre affaire à tous à Mayotte ou en Guadeloupe. Donc, juste pour finir là-dessus, ces recommandations ont été produites dans ce rapport parce qu'elles permettent d'étendre leur champ d'application, on l'espère à travers notre plaidoyer, aux autres territoires. Et la grande valeur ajoutée de ce rapport, c'est de capitaliser sur ces acquis et d'aller plus loin. D'aller plus loin comment ? En documentant et en confirmant qu'une des causes profondes de ces situations, c'est une discrimination systémique entre les territoires ultramarins et l'Hexagone. Une des preuves tristement les plus édifiantes de cette discrimination systémique, on l'a vu en début d'année en droit européen des droits humains, avec le fait qu'il a été révélé que les territoires français dits d'outre-mer sont exclus d'un traité des droits de l'homme qui s'appelle la Charte sociale européenne, qui porte sur tous les droits économiques et sociaux, y compris l'accès à l'eau, et que cette exclusion, qui est donc une inégalité de traitement, qui est donc une discrimination systémique, a conduit à des questions très concrètes, notamment l'exclusion de ces territoires d'un rapport européen sur la crise du coût de la vie, c'est-à-dire sur la vie chère, et surtout sur l'irrecevabilité d'un recours qui portait précisément sur l'accès à l'eau en Guadeloupe et sur le chlordécone aux Antilles, et donc qui aurait pu avoir des retombées positives pour l'ensemble des territoires dits d'outre-mer. Donc, c'est vraiment une des valeurs ajoutées de ce rapport. Donc, on a été très heureux de pouvoir y contribuer. On remercie aussi les médias qui sont présents ici et qui, j'espère, nous permettront de remplir le premier objectif de ce rapport, qui est la médiatisation, la visibilisation de ces problématiques. Merci. Merci beaucoup Sabrina. Effectivement, voilà, on a vraiment une démarche collective qui est inédite, qui rassemble différents territoires, également des organisations nationales. Et donc, c'est pour ça que, pour expliciter, le rapport que nous publierons lundi est transmis au rapporteur spécial des Nations Unies sur l'accès à l'eau potable pour donner un éclairage international sur cette discrimination territoriale structurelle. Et pousser la France à se prononcer et à avancer sur ces questions-là. Voilà, tout ça est bien sûr respécifié dans le communiqué de presse et dans le rapport. Et j'appuie très justement le remerciement de Sabrina à vous, journalistes présents aujourd'hui, parce que effectivement,
une des grosses problématiques auxquelles on se confronte quand on travaille sur ce sujet, c'est le désintérêt politique, le désintérêt médiatique et la méconnaissance du grand public. Évidemment, ces trois aspects se nourrissant dans un cercle vicieux. Et donc, voilà, c'est vraiment important que des médias, y compris des médias nationaux comme des médias territoriaux, se saisissent du sujet. Et en fait, si on avait ce genre de problématique dans l'Hexagone, ce serait, comme ça a très justement été dit à Toulouse, hein, ce serait un sujet quotidien qui ferait l'actualité tous les jours, que ce soit dans l'actualité politique et médiatique. Donc voilà, merci à vous. Et pour terminer sur nos présentations, je vais laisser Priscilla prendre la parole sur nos demandes, puisqu'effectivement, au-delà des constats, nous formulons différentes demandes dans le rapport. Voilà, donc Priscilla, je te laisse la parole là-dessus. Oui, merci, merci Emma. Peut-être avant de passer aux demandes, simplement rappeler que ces phénomènes-là vont être accentués et sont déjà accentués par le dérèglement climatique ou le réchauffement climatique, en fonction de comment on souhaite l'appeler, avec des sécheresses qui s'intensifient, avec l'élévation du niveau de la mer, avec ce qu'on a pu voir après, notamment très récemment, le cyclone Chido, et puis ce qu'on a eu à La Réunion avec Garance, où on a vu que les questions d'accès à l'eau venaient, non seulement c'est déjà une réalité, en tout cas à Mayotte, mais qu'en plus avec ces phénomènes extrêmes qui s'intensifient avec le dérèglement climatique, ça accroît ces difficultés-là sur le terrain et au quotidien, et que donc c'est quelque chose à avoir en tête et qui fera le lien avec une des recommandations qui sont formulées. Il y en a 4, mais bon, pas 4... on n'est pas juste sur 4 petites demandes, ça englobe tout un tas de choses que vous pourrez voir dans le rapport en détail. La première étant dans la continuité de ce que disait Sabrina sur la reconnaissance de ces situations en tant que discrimination environnementale. Pour d'abord qu'on établisse la responsabilité de l'État, le premier responsable, garant de nos droits, et garant donc de l'accès à l'eau potable, reconnaître cette responsabilité et donc par impact reconnaître les préjudices, en tout cas les sanctions, s'il y a sanctions, en tout cas faire en sorte qu'en face on puisse apporter des solutions concrètes. Sabrina citait la Charte sociale européenne, faire en sorte qu'au-delà du national, il y ait cette reconnaissance à l'échelle européenne. Et à l'échelle nationale, ce serait de consacrer ce droit en tant que droit opposable d'accès à l'eau, même si on a ces droits humains, on a la France qui est garante de ces droits humains, en tout cas, et d'accès au droit potable, à l'eau potable, pardon, c'est le fait qu'en fait, toute cette reconnaissance, la reconnaissance de ces situations en tant que discrimination amène une autre dimension. Il ne s'agirait pas seulement de dire il y a pénurie d'eau à cet endroit à cause de ce phénomène, mais c'est de reconnaître qu'il y a une vraie situation de discrimination et que ce soit traité en tant que tel par la justice. La deuxième situation, la deuxième demande, je ne sais pas si on appelle ça une demande, une proposition, une revendication pour aller plus fort dans la manière de réclamer les choses, c'est le financement. Et on parle de redimensionnement du financement, mais avant tout, peut-être que vous irez plus en détail dans le rapport avec quelques chiffres qui ont été donnés qui illustrent cette discrimination. On connaît l'exemple des JO, par exemple. On sait qu'il y a eu 132 millions d'euros qui ont été alloués en Martinique et en Guadeloupe sur 5 ans, là où pour dépolluer partiellement la Seine, il y a eu 1,5 milliard mis sur la table. Ça peut être un exemple de discrimination qui est en tout cas cité dans le rapport et qu'on peut peut-être retrouver ailleurs dans la gestion de l'eau en France. Et il y a eu un rapport parlementaire qui a été fait en 2025 qui, sur 3 territoires, démontre qu'il y a eu une réduction des financements alloués à des taux très élevés, 72% en Guadeloupe, 73% en Guyane et 65% en Mayotte. C'est énorme. Et donc, le plan d'homme, qui est en fait un plan qui a été mis en place dans les années 90, qui est censé résorber les écarts de développement entre la France hexagonale et les territoires dits d'outre-mer, a évalué les besoins de financement nécessaires simplement pour rattraper cette situation à 2,36 milliards d'euros. Et à côté de ça, on a ces rapports parlementaires qui disent beaucoup sur le fait que ces aides ont été réduites. Donc, c'est une vraie question, ce financement, avec ces quelques exemples-là. Le troisième point, c'est la responsabilité des acteurs qui entourent l'État, mais aussi le renforcement du duo État-collectivité, le renforcement non seulement sur la structuration de ce duo, mais aussi sur
la manière de donner plus de clarté sur la chaîne de responsabilité, qui est responsable de quoi, à quel moment, quel est le mandat, dans quelle temporalité, que les acteurs sachent se reconnaître entre eux. Parce que là, ce qu'on voit dans les différents territoires, c'est le fait de se renvoyer la balle. Qui est responsable? Non, c'est pas moi, c'est l'État, c'est la collectivité, moi je suis pas responsable, etc. J'ai pas reçu tel financement. Donc mettre plus de clarté sur cette chaîne de responsabilité et faire en sorte que ce soit moins opaque pour la population et pour les autorités de contrôle aussi. Sur cette responsabilité des acteurs, mais aussi l'implication et l'intégration des populations concernées qui sont directement impactées par ces situations-là. Ça peut être des dispositifs de démocratie participative pour faire en sorte qu'elles soient mieux intégrées dans la création, l'abrogation ou l'évolution des politiques publiques, mais aussi qu'on prenne en compte les dimensions ancestrales, culturelles, et qu'elles soient systématiquement intégrées dans ce qu'on met en place ces politiques. Et peut-être à échelle plus large, et là, ça fait le lien avec l'introduction sur le dérèglement climatique, c'est faire en sorte que de manière générale, dans la coordination des politiques publiques en lien avec ces territoires, que ce soit l'accès à l'eau ou à autre chose, qu'on ait tous les acteurs autour de la table qui, à un moment donné, peuvent être impactés par cette question de l'eau, et qu'il y ait une dimension plus holistique. C'est-à-dire qu'on est autour de la table des entreprises, qu'on ait les ONG, celles qui travaillent sur la contamination des sols, celles qui travaillent qui se battent contre la création de pluies artificielles, celles qui se battent pour qu'il y ait des mesures par rapport au dérèglement climatique qui soient mises en place. C'est faire en sorte que dans un deuxième cercle, autour des acteurs clés, qu'il y ait ce deuxième cercle d'acteurs qui soient aussi mis autour de la table pour construire ces politiques publiques et qu'elles soient beaucoup plus efficaces et surtout beaucoup plus justes. Merci beaucoup. Effectivement, donc vous retrouverez le détail des demandes. Donc là, on les a rassemblées en 4 grandes catégories qui ont été rappelées par Priscilla et qui ne sont pas des catégories définies au hasard puisqu'elles correspondent à une grille, aux grilles définies pour envisager la réparation des injustices environnementales qui inclut la reconnaissance et la responsabilité de l'injustice environnementale, la reconnaissance des personnes affectées, donc c'est la première catégorie décrite, qui inclut ensuite le respect et l'intégration des personnes affectées dans la discussion et des réparations sous forme, par exemple, de fonds communautaires, de fonds individuels ou ici d'augmentation des moyens alloués aux politiques publiques. Donc voilà, tout est documenté et sourcé dans le rapport collectif qu'on produit, qui est le résultat vraiment d'une expertise à la fois développée sur le terrain par les associations locales, développée par les savoirs experts qu'on y retrouve, également développée par les recherches académiques qui sont nombreuses sur le sujet et développée au regard de l'expertise juridique qui caractérise de nombreuses de nos associations aujourd'hui. Donc voilà, vous aurez tous les détails dans les documents que nous vous ferons passer. Nous allons nous arrêter ici pour la partie prise de parole. Merci beaucoup pour votre écoute. Et si vous avez des questions de précision sur ce qui a été dit ou d'un point que nous n'aurions pas abordé, peut-être aussi en lien avec d'autres actualités, nous pouvons prendre un moment pour y répondre dans la fin de l'heure que nous avons. Donc voilà, n'hésitez pas, alors soit en présentiel évidemment, ou alors en distanciel, soit à les écrire dans la discussion ou à prendre directement le micro. Ça peut être plus simple aussi. Et sinon, vous aurez également le contact presse. Donc, ce sont mes coordonnées, mais évidemment, je vais répartir auprès des différentes associations. Donc, c'est plus pour pouvoir concentrer les demandes. Nolwenn, si tu voulais rajouter peut-être quelque chose? Du coup, je voulais prendre le temps de remercier les porte-paroles du rapport d'avoir pris la parole devant la presse avec cette explication très claire du rapport et de nos demandes. Et peut-être juste un point pour préciser pour la situation en Guyane qui avait donné lieu au déclenchement du plan Orsec pendant plus de 18 mois consécutifs suite à la période de saison sèche en fait, qu'on a connue avec l'impact notamment du réchauffement climatique en Guyane. Il faut savoir qu'en 2023, pour déclencher le plan Orsec, ça a pris à peu près 1 mois. Donc en fait, les communes de l'intérieur, donc les communes qui ne sont pas accessibles par la route et qui ne sont accessibles que par le fleuve, mais du coup quand il n'y a pas de niveau, on ne peut pas trop naviguer, et par voie aérienne, en fait, elles ont été coupées d'eau et on a mis 1 mois pour envoyer des bouteilles d'eau dans les Outre-mer. On parle quand même d'un droit fondamental. Et en fait, on sait exactement comment font les populations quand on ne leur donne pas d'eau potable, elles vont boire directement dans les criques.
Mais sur le marronnier, en fait, il y a une pollution à l'activité qui est toute particulière avec des métaux lourds. On va avoir du plomb, on va avoir du mercure. Sur certaines exploitations d'ampleur, on a même du cyanure qui a une tolérance, enfin, qu'on peut rejeter après autorisation directement dans la crique. Donc voilà, c'est quand même des pollutions qui sont massives, et on sait que les populations, ben, elles ont dû boire en fait cette eau puisqu'il n'y avait plus d'eau potable. C'est la même chose en 2024 qui s'est produite à Saint-Laurent-du-Maroni, qui n'est pas une commune de l'intérieur qui est déconnectée du réseau, puisqu'on est axé par la route. Il faut savoir que, pareil, sur Saint-Laurent-du-Maroni, il y a eu la remontée du Biseau salin, donc ce qui fait que la mer va plus haut, elle est allée jusqu'au point de captage, donc on ne pouvait plus distribuer l'eau potable, enfin on ne pouvait plus la consommer. Mais il y a un choix qui a été fait, ça a été de garder l'eau au robinet pour pouvoir utiliser l'eau à des fins communes, se doucher, etc. Mais on sait très bien que les gens ont fini par la boire parce que il n'y a pas eu de distribution d'eau potable en conséquence, et il n'y a pas eu d'information. La seule information qu'on a fait, c'est un communiqué de presse de l'ARS, mais on est sur des populations qui sont assez éloignées en fait des infrastructures, enfin des institutions. La veille du recueil des actes administratifs, c'est les associations de protection de l'environnement qui vont faire. La veille des communiqués de presse de l'ARS, c'est pareil. Donc en fait, les gens ne sont pas informés aussi en local, et il y a eu des distributions à Saint-Laurent, mais il faut bien savoir que les gens ne peuvent pas marcher 5 km pour aller chercher des bouteilles d'eau, puis après rentrer chez eux, quoi. Voilà, c'était juste pour le petit focus, Guyane. Non, merci, c'est très illustratif, puisqu'effectivement, c'est ce qu'on documente dans le rapport. Notre affaire à tous, on a notamment beaucoup travaillé avec Mayotte à Soif en 2023, et on voit qu'en fait, en situation de crise, quelle qu'elle soit, et notamment des crises impliquées par le changement climatique de manière générale, eh bien, ces difficultés structurelles d'accès à l'eau qu'on décrit, infrastructurelles, pollution chronique, etc., eh bien, forcément se posent de façon beaucoup plus accrue. Et je me rappelle que le jour où on est allé au Conseil d'État en 2023, on était en novembre, donc à Paris, il faisait frais, il n'y avait aucun souci, il faisait plus de 40 degrés à Mayotte, et on savait que quand on allait défendre ce dossier-là, eh bien, il y avait des gens qui étaient en train de faire la queue pendant des heures, puisqu'il n'y avait que une vingtaine de points de distribution sur tout le territoire mahorais de distribution de bouteilles d'eau pour aller récupérer 1 litre ou 1,5 litre d'eau par personne. Et donc, c'était jusqu'à 10 000 personnes par point de distribution qui devaient faire la queue sous 40 degrés, quand bien même les bouteilles n'étaient parfois même pas acheminées jusqu'au point de distribution. Donc, ça rend tout ça très concret. Et au-delà des problématiques de gouvernance, des problématiques juridiques qu'on décrit, c'est vraiment cette crise des droits humains, je pense que sur laquelle on est tous et toutes impliqués, et pour laquelle on a travaillé ensemble voilà, pour ce rapport. Et donc, je vois la question de Justine, à qui ce rapport est destiné en dehors du rapporteur spécial des Nations Unies sur l'eau potable. Il est destiné de manière générale aux autorités compétentes, hein, et notamment aux autorités étatiques compétentes. Mais il est aussi destiné plus largement au grand public. Vous le verrez, on va faire de la communication autour de ce rapport, parce qu'en fait, on a ce que je mentionnais précédemment dans la conférence de presse, c'est qu'on a quand même une méconnaissance, et notamment dans la population hexagonale, de ce qui se passe dans les territoires ultramarins. Et c'est vraiment préjudiciable à la prise en charge politique du sujet, puisque du coup, il y a très peu de pression politique à Paris, par exemple, pour les institutions basées à Paris, pour agir là-dessus. Donc voilà, il y a cet objectif, on va dire, d'interpeller les autorités, mais aussi plus largement de visibiliser le sujet fortement. On a une question du coup, pardon, dans la salle. Non, en fait, en parcourant le rapport un peu, j'ai vu vous parler des acteurs qui sont impliqués dans la gestion de l'eau dans les territoires. Et on voit qu'en fait, ce sont des grosses multinationales, Veolia, Vinci, et en général, on ne parle jamais de ces groupes-là quand on parle de la crise de l'eau. On met toujours en avant la responsabilité des élus locaux ou l'État, mais on ne parle jamais de ces gens-là. Pourtant, ce sont eux qui sont à la manœuvre. Est-ce que Sabrina, peut-être, je pense que c'est intéressant le témoignage en Guadeloupe là-dessus, notamment au regard de l'implication de
sais pas si tu veux réagir là-dessus ou sinon. Oui, Sinon, je peux. effectivement. Ouais. Vas-y, si tu veux. Tu vas dire Sabrina, Pierre complétera. Oui, alors effectivement, par exemple, en Guadeloupe, ce qui a été mis en exergue déjà en particulier en 2021 dans le cadre de l'enquête parlementaire qui a été menée sur l'eau en général dans les territoires dits d'outre-mer, c'est que les problèmes significatifs qu'on connaît d'accès à l'eau en Guadeloupe actuellement remontent à plusieurs décennies et ne sont pas apparus il y a une quinzaine d'années lorsque les collectivités territoriales ont hérité de la compétence de l'eau, mais étaient déjà présentes sur le réseau et donc résultaient quand même de 30 ans de gouvernance par Veolia, par exemple, dont l'État est notamment un actionnaire. Hein, faut pas oublier. La valeur ajoutée du droit international des droits humains là-dessus et des démarches que j'ai présentées tout à l'heure, c'est quand même de rappeler que la responsabilité première et ultime d'assurer l'accès à l'eau potable pour toutes et tous est celle de l'État en vertu du droit international. Maintenant, ce que dit le droit international des droits humains aussi, c'est que l'État a la possibilité de déléguer cette compétence soit à des acteurs privés, comme les entreprises que vous avez citées tout à l'heure, soit à des acteurs publics, comme les collectivités territoriales aujourd'hui, par exemple. Mais que dès lors qu'il y a quand même défaillance, quelles que soient les raisons de cette défaillance de ces opérateurs, et donc un défaut d'accès à l'eau potable en pratique pour la population, l'État a la responsabilité de prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à cette situation. Et donc, ça implique faire les investissements techniques, financiers et en matière de ressources humaines, de renforcement des capacités quand c'est nécessaire aussi, qui s'imposent pour le faire. D'où souvent quand même le focus qui peut être mis sur la responsabilité de l'État en la matière, mais qui ne déresponsabilise pas les autres acteurs. Au contraire, notamment dans des rapports des Nations Unies sur la question aussi du chlordécone aux Antilles, par exemple, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'environnement rappelle que l'État devrait engager la responsabilité des acteurs privés et des entreprises donc, qui ont une responsabilité dans cette situation. J'espère que ça répond à votre question. Oui. Non, il ne fait pas beaucoup. Oui, la gestion de l'eau, enfin, elle est due aux citoyens par la nation, la collectivité publique, c'est une décision politique. Elle est de la responsabilité de l'État et dans la décentralisation, l'État l'a attribué au niveau le plus local, les communes, voire les communautés de communes. Ce sont elles qui ont l'autorité, mais elles n'ont pas nécessairement le savoir-faire. Et donc elles passent par des opérateurs, des fermiers ou des régies qui, eux, vont pouvoir le faire. Mais les opérateurs, les régies ou les personnes, enfin, les métiers sont nombreux. Le prélèvement de l'eau, le captage de l'eau, la potabilisation de l'eau, le transport de l'eau. On multiplie les interlocuteurs qui peuvent être administratifs, étatiques, locaux ou privés. Et il y a un labyrinthe savamment organisé et on se retrouve à ne pas avoir, un peu comme sur le prix du coût de la vie en Martinique, à ne pas pouvoir suivre la structuration du prix de l'eau. Et l'argent va bien quelque part. On sait suivre l'argent, mais on ne sait pas, du point de vue du citoyen, suivre l'argent. Ce sont des questions qui sont à la fois des questions de contrôle des politiques publiques. La Chambre régionale des comptes doit pouvoir voir si les choses sont bien faites, mais également de l'évaluation des politiques publiques. Est-ce que les bonnes décisions sont prises ou est-ce qu'il faut changer les décisions? Et on ne pratique pas du tout d'évaluation de politique publique, en tout cas en Martinique, assez peu dans les Outre-mer et peut-être pas autant qu'il le faudrait de façon générale en France. Et je me souviens d'avoir eu une intervention sur un plateau où j'avais le président de Odyssey, qui est une régie qui s'occupe de l'eau en Martinique, qui disait « mais nous ne pouvons pas faire parce que nous dépendons de la CACEM, qui est la communauté de communes, et elle ne nous donne pas les instructions et les moyens qu'il faut. » Et il disait absolument qu'il était vice-président de la CACEM. Et on a comme ça des interlocuteurs qui jouent passer bento et on n'a pas les informations. Et par rapport à ça, nous, on est des citoyens, on doit pouvoir boire. Enfin, quand on doit faire la queue pendant des heures pour avoir une bouteille d'eau dans des conditions impensable. Enfin, je veux dire, en Martinique encore, on n'a pas de problème de ressources, mais à Mayotte, on a des problèmes de ressources. Perdre le tiers de l'eau alors qu'on
qu'on n'en a pas, enfin, qu'elle coûte très cher à produire. Enfin. Et par rapport à ça, il faudrait que l'on puisse, dans une certaine mesure, taper un peu du poing sur la table. Qui tape du poing sur la table? À quel niveau? Bon, alors avec notre affaire à tous, on le fait. On le fait là sur le service de l'eau qui est celui de l'eau potable. La même question en parallèle doit être posée sur l'assainissement, c'est-à-dire la restitution de l'eau au milieu. On est en train d'avoir, en tout cas à l'échelle de la Martinique, 85% des stations d'épuration qui ne sont pas conformes. Des équipements publics, 80% des équipements privés qui ne sont pas conformes. On a des destructions de coraux qui sont liées au dérèglement climatique, bien sûr, mais aussi à la production de stations d'épuration défaillantes. On a des plages qui sont régulièrement fermées. Bon. Mais tout ceci, on le porte dans le cadre d'autres questions. Et avec notre affaire à tous, ensemble, on essaye de poser la question de on en a gros. Il faudrait que ça puisse avancer un peu. Parce que c'est dur. Je rebondis sur une question, donc, la première. Vous dites, voilà, on tape du poing sur la table, ça qui est connu, pour suivre régulièrement tous les sujets qui sont sur les différentes stations des premières, c'est un sujet qui est largement relayé localement. Au niveau des politiques, lors des QAG, des questions au gouvernement, les députés, les sénateurs interpellent très régulièrement les ministres, et notamment le ministre des Outre-mer sur cette question-là, même le Premier ministre, donc ils le savent. Est-ce que c'est pas un peu, entre guillemets, désolé, hein, mais léger de taper du poing sur la table parce que c'est une question qu'ils connaissent de facto? Mais c'est pour ça que... On n'a pas mené une action en justice, par exemple. Alors, deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'ils connaissent le problème, mais ils n'ont pas de pression à agir, puisque, comme je le disais plus largement, il n'y a pas de mobilisation nationale sur le sujet. Et donc, c'est un des objectifs forts de cette démarche collective qui est coportée à la fois par des associations territoriales de différents territoires et par des associations nationales, qui va être relayée auprès des différentes institutions, etc. Mais pour vraiment construire cette prise de conscience du grand public, entre guillemets. Et sur l'aspect action juridique, alors comme je le disais, vous le verrez dans le rapport, hein, il y a de nombreuses actions juridiques qui sont menées par les associations territoriales, chacune représentée ici. Très récemment, vous avez notamment vu passer la décision auquel certains ici ont participé de la Cour administrative d'appel qui a reconnu la responsabilité de l'État et la faute lourde de l'État par rapport aux problématiques chlordécone et aux préjudices d'anxiété qui en résultent pour la population. En matière d'accès à l'eau potable, il reste, et voilà, comme on l'a dit, en fait, il reste très difficile d'agir en responsabilité de manière globale du fait du nœud de compétence. C'est-à-dire que comme légalement les collectivités sont responsables, il reste difficile de remonter, on va dire, la chaîne des responsabilités. Évidemment, c'est un combat de longue haleine et on est plusieurs ici à travailler sur ces questions-là sous différents aspects, donc soit des aspects thématiques, si on veut, avec tout le combat judiciaire mené sur le chlordécone, par exemple, d'autres combats qui sont menés en matière d'accès à l'eau, de pollution spécifique, que ce soit en Guyane, par exemple, la Guyane Nature Environnement, à Mayotte, à La Réunion, etc., que ce soit avec les dynamiques internationales ou européennes menées en Guadeloupe. Donc, voilà. Mais on va dire qu'au niveau structurel, il reste difficile d'agir et donc c'est pour ça qu'on fonctionne ici par étapes. Et cette première, en fait, les choses ne changeront. Enfin, voilà, pour que les choses soient vraiment redimensionnées, que le problème soit compris par rapport à l'ampleur de la situation, on doit passer par à la fois cette prise de conscience collective, mais aussi par cette compréhension de la problématique. Tant qu'on ne comprend pas que c'est une problématique de discrimination environnementale et qu'on se dit juste que bon, bah, finalement, c'est parce que c'est très loin et qu'il fait chaud et que bon, bah, en fait, on ne comprend pas vraiment le problème. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qu'on porte collectivement par cette démarche. Je vais laisser notamment... Régis, là, oui, voudrait apporter une précision par rapport au chlordécone. Donc, effectivement, la faute lourde de l'État a été reconnue en appel. En appel a été reconnue aussi l'indemnisation de 9 personnes pour la première fois. Par contre, l'État est parti en cassation, donc au niveau du Conseil d'État, pour faire annuler les 2 décisions donc, de première instance et celle d'appel.
Ça, c'est très important. Deuxième chose, il y a la loi Califère, donc, qui vient de passer devant le Sénat. Alors, la loi Califère reconnaît la responsabilité de l'État. Par contre, son champ d'application est trop restreint. D'ailleurs, ça avait été souligné par les rapporteurs spéciaux de l'ONU. Donc, elle est passée devant le Sénat. Et au niveau du Sénat, ils ont même réduit la portée de la loi Califère qui avait été votée en première instance à l'Assemblée. Et il y a M. Lurel de la Guadeloupe qui se satisfait de la version du Sénat. C'est-à-dire qu'en fait, on réduit le champ d'application de la loi Califère qui déjà est insuffisante et on voit des politiques qui sont satisfaits de cette situation. Donc, il faut vraiment que nous, on mette une pression beaucoup plus forte sur tous ces politiques et qu'ils arrêtent un peu ce double langage, ce double discours-là qui est fondamental par rapport à l'État français, puisque M. Emmanuel Macron avait reconnu la responsabilité partielle de l'État dans l'affaire du chlordécone. Donc, il y a d'autres responsabilités qui sont les acquis. Donc, il l'avait reconnu en 2019, mais lorsque sa responsabilité est reconnue, on voit que l'État se porte en cassation. Merci, Régis. Et effectivement, juste avant de te laisser réagir, C'est vous que je voulais Nolwenn, apporter. cette dimension territoriale, même si les acteurs comme vous qui vous intéressez aux problématiques ultramarines sont au courant, etc., voilà, encore une fois, la transposition à la même situation en hexagone, on comprend tout de suite le problème. Et ça, sur n'importe quelle problématique, on parlait de la vie chère, transposer-le au territoire hexagonal, on ne serait pas du tout dans les mêmes traitements du sujet. Pardon, je me permets de rebondir justement pour permettre cette prise de conscience. Est-ce que vous avez réfléchi à faire un comparatif avec, entre guillemets, la pire situation de l'Hexagone pour que les gens puissent se rendre compte vraiment de la discrimination et de l'écart de traitement? Alors, pas spécifiquement, on l'avait fait, je laisserai Priscilla Nolwenn répondre, mais on avait fait, par exemple, en 2023, quand on travaillait avec Mayotte à soif, la population de Mayotte équivaut à la population de la métropole montpelliéraine, par exemple. Imaginez la métropole montpelliéraine privée d'eau pendant des mois et des mois. C'était 8 heures d'accès à l'eau officielle tous les 3 jours quand les coupures étaient respectées. Donc, alors peut-être Nolwenn, pardon, je laisse rebondir. Je pense que c'était peut-être sur un point précédent, mais... Oui, du coup, il y a eu quelques retours en arrière, mais du coup, je voulais juste répondre aussi aux journalistes qui, enfin, je sais pas qui c'est qui avait pris la parole, je suis désolé, j'ai pas le nom qui s'affiche, mais sur la question de taper du poing sur la table, je pense que c'est vraiment que les citoyens, en fait, sont pas au courant de ce qui se passe en Outre-mer. Quand on prend un poste comme le mien, puisque je viens d'Hexagone, on se rend compte, en fait, de l'étendue de ce qui se passe et c'est vraiment, c'est impressionnant, quoi. Vraiment, on se dit, mais waouh, c'est pas possible, quoi. Pourquoi ça passe? Et je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit, j'ai pas les noms en tête, mais bref, je vais rebondir sur ce qui a été dit sur la question de la transparence du coût. En Guyane, j'ai eu la chance de participer au comité aux biodiversité où on a vu justement quel coût était affecté à quoi dans le cadre de l'Office de l'eau de Guyane. Et en fait, on s'est rendu compte que la première cause de dégradation des masses d'eau au titre de la directive 4 sur l'eau, donc qui assure à tous l'accès à une eau saine dans le milieu naturel, c'est l'activité aurifère, typiquement. Et pour les pollutions, les domestiques vont payer un coût. C'est une redevance qu'ils vont payer. Et les professionnels vont payer une redevance qu'on dit pour les pollutions non domestiques, donc typiquement les miniers. On s'est rendu compte qu'en fait, 80% des recettes qui sont issues des redevances de l'Office de l'eau de Guyane sont payées par les citoyens guyanais, alors que la première cause de dégradation pour pollution anthropique, c'est la mine, et 20% seulement du reste, c'est les opérateurs miniers qui payent. Donc en fait, il y a un vrai problème sur le principe pollueur-payeur qui n'est absolument pas appliqué en Guyane. Je me suis battu au comité aux biodiversité pour l'augmentation justement de la taxe des opérateurs miniers de Guyane, ce qui a donné une situation mais catastrophique où la FEDOMG s'est introduite dans le conseil d'administration de l'Office de l'eau de Guyane avec des pressions toutes particulières pour dire nous, on ne veut pas payer plus alors que c'est eux la première cause de dégradation des masses d'eau. Je mets dans la conversation un communiqué de presse sur le blocage de la FEDOMG qui a été fait dans ce cadre-là,
qui rappelle justement cette question des redevances et du coup du principe des pollueurs-payeurs non mis en place. Et donc, en plus de l'injustice du coût de l'eau, comme le disait Emma, qui est plus important sur les Outre-mer, on a en fait une sorte d'absence de transparence où les citoyens ne peuvent pas se rendre compte de ce qui se passe, c'est-à-dire que là, ils sont en train de payer en fait la pollution des autres. Et c'est encore plus pernicieux que ça, puisqu'en fait, on a la solidarité interbassin qui existe dans les Outre-mer, où en fait, les citoyens métropolitains payent aussi en fait les offices de l'eau dans les Outre-mer pour la question des dégradations des masses d'eau. Et donc, même les citoyens hexagonaux participent paradoxalement à la pollution des opérateurs miniers en Guyane, alors que les opérateurs miniers en Guyane, c'est 1% du PIB, c'est 500 hectares de déforestation chaque année, et c'est en moyenne 20 km de cours d'eau qui sont détruits. C'est le lit mineur qui est détruit. C'est interdit depuis 1979 en Hexagone. Donc, il se passe vraiment des choses assez incroyables ici. Et donc, voilà, je vous laisse le CP à disposition qui reprend ces éléments. Mais bon, voilà, c'est juste scandaleux. Merci beaucoup, Nolwenn. Alors, on va bientôt, je laisserai Priscilla, Sabrina réagir. On arrive bientôt sur la fin du temps qu'on avait prévu. Donc, si vous avez des dernières questions, notamment dans la discussion, n'hésitez pas. Je laisse Priscilla, Sabrina réagir. Et comme je le disais, on sera disponible dans les prochains jours pour répondre à tout le reste. Vas-y, Priscilla. Je voulais rebondir, merci Emma. Je voulais rebondir sur la question de la mobilisation et sur la manière de faire émerger ces sujets dans le débat public. Dans la première recommandation qu'on porte collectivement sur la reconnaissance de la responsabilité de l'État, on a évoqué la reconnaissance au niveau de la justice, au niveau national et puis à l'échelle européenne. On n'a pas parlé de la reconnaissance de cette situation dans le débat public de manière populaire. Et en fait, Emma le disait en introduction, le fait que toutes ces associations soient autour de la table, mais certaines ne sont pas là, et même au-delà de ces réseaux-là, l'idée, c'est aussi de communiquer auprès du public de manière vulgarisée aussi et accessible ce qui se dit dans ce rapport et quels sont les enjeux, et comment en fait on arrive à faire prendre conscience aux personnes qui subissent ces discriminations, de pouvoir mettre des mots dessus, de pouvoir avoir des exemples, du concret, de la documentation qui leur permettent aussi, elles, de se mobiliser en tant que collectif citoyen ou autre, auprès de leurs élus, auprès de la justice, pour faire reconnaître ces discriminations-là. Et je pense que vous êtes, en tant que médias, des acteurs aussi qui peuvent contribuer à faire ça, soit en allant, comme vous le disiez, à la rencontre d'exemples où on arrive à démontrer ces discriminations-là, ou aller à la rencontre des personnes qui sont discriminées pour pouvoir alimenter les réseaux sociaux et les médias sur les autres médias sur ces questions-là. Donc, je pense que là, on peut partager cette action de faire rayonner le rapport, non pas parce que son contenu est plaisant, mais il est utile parce qu'il décrit quelque chose de grave. Il est utile pour faire reconnaître ces situations à l'échelle du public. Et je pense que d'un côté, le côté très technique et le côté très populaire peut contribuer justement à mettre en lumière cette responsabilité de l'État et des différents acteurs. Merci beaucoup, Priscilla. Sabrina, vas-y, et ce sera probablement le mot de la fin. Une petite pression. Deux éléments de réponse aussi, l'un sur la question portant sur le coup de poing sur la table et l'autre question concernant les comparaisons. Alors, sur le coup de poing sur la table, j'abonde dans le sens évidemment des collègues et en disant qu'il est bien sûr escompté de ce rapport qu'il puisse avoir des effets tangibles, concrets, de mobilisation de l'opinion, d'appuyer aussi le processus législatif chaque fois que pertinent, et puis de soutenir les recours juridiques en cours, puisque ce genre de rapport qui documente précisément les situations peut être produit dans le cadre d'actions en justice. Le point que je peux ajouter, du point de vue du droit international des droits humains toujours, c'est la question de la redevabilité de la France au niveau international. Je vous ai présenté tout à l'heure un aperçu des principales recommandations qui ont été adoptées par les Nations Unies et adressées à la France ces dernières années. Les Nations Unies ne laissent pas ces recommandations lettres mortes.
elles font un suivi de leur mise en œuvre effective. Et en l'occurrence, comme un certain nombre d'entre elles remontent déjà à 2023, cette année et l'année prochaine, il y a un certain nombre de rendez-vous au niveau international où la France va devoir répondre du suivi qu'elle a donné à ces recommandations. Et donc, le rapport collectif là, que nous produisons peut montrer que malheureusement, pour l'instant, les recommandations n'ont pas été suivies suffisamment d'effets et donc peuvent conduire les Nations Unies à redoubler de pression sur le plan politique pour pousser la France à prendre des mesures qui s'imposent pour remédier à cette situation. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'au niveau international aussi, européen et international des Nations Unies, il existe des voies de recours aussi, donc d'action en justice au niveau supranational qui n'ont pas encore été explorées par les territoires dits ultramarins, mais ce type de document encore peut également être un support très intéressant à l'appui de ces recours. La deuxième chose sur les comparaisons, alors Emma a répondu qu'effectivement dans le rapport, je crois qu'il n'y a pas forcément une comparaison spécifique entre la pire situation de l'Hexagone et celle des Outre-mer, mais on vous a donné, je crois, déjà des exemples éloquents. Vous trouverez aussi dans le rapport une comparaison au niveau international. Qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays? Et je vous invite à regarder l'exemple des Premières Nations au Canada, qui est développé dans le rapport. Puisqu'en fait, leur situation en termes d'accès à l'eau potable est fortement comparable à celle notamment de la situation d'accès à l'eau potable en Guadeloupe et la question de la pollution de l'eau au chlordécone en Guadeloupe et Martinique. Et juste en 2 mots, pour vous donner une idée de l'échelle et pour vous donner envie d'aller voir ce passage du rapport, c'est que pour une population de taille comparable, c'est-à-dire que les Premières Nations, donc peuples autochtones au Canada, qui ont été privés aussi d'un accès décent à l'eau pendant une trentaine d'années, comme en Guadeloupe, et une population de 360 000 personnes à peu près. Suite à un recours en justice, l'État a reconnu sa responsabilité en 2021 et octroyé 8 milliards de dollars canadiens pour remédier à cette situation, 6 pour renouveler, améliorer, moderniser les infrastructures et 2 pour indemniser les victimes du défaut d'accès à l'eau potable sans avoir à démontrer un préjudice sur leur santé. S'ils peuvent démontrer en plus un préjudice sur leur santé, plus de 50 millions ont été alloués supplémentaires pour une indemnisation accrue pour ces personnes. En Guadeloupe, pour l'accès à l'eau potable, le budget annoncé est de 320 millions sur 4 ans. Il est présenté comme colossal, alors qu'en fait, comme ça a été rappelé par d'autres intervenants, une enquête parlementaire évalue à 1,5 à 2 milliards le budget nécessaire pour remédier à la question de l'eau potable seulement en Guadeloupe. Et donc, il y a les autres territoires qui sont concernés. Donc, on voit que déjà, c'est un budget insuffisant. Et dedans, quand on creuse un peu, la part de l'État est de l'ordre de 80 millions. Et dans ces 80 millions, il n'est pas démontré que ce n'est pas un prêt. Et par contre, une des priorités de l'État est de renouveler le système des compteurs, et c'est-à-dire donc de renforcer le système de facturation pour s'assurer qu'en fait, ces 80 millions vont être reportés sur l'usager. Donc, vous avez 80 millions pour une même population, d'accord, d'efforts de l'État, très relatifs, et au Canada, dans une situation comparable, 8 milliards, dont 2 milliards d'indemnisation. Pour le chlordécone, c'est encore pire, si vous me permettez, puisque, comme ça a été cité par les collègues, le budget total pour Guadeloupe et Martinique, donc on parle de plus de 750 000 personnes, et de 130 millions sur 5 ans également, et pour tout, c'est-à-dire tant normalement l'impact environnemental que la pollution de l'eau, de la santé, l'indemnisation des personnes. Et c'est présenté comme un budget inédit et colossal. Donc ça, cet exemple, je crois, est assez probant aussi pour montrer qu'il y a un véritable sous-investissement chronique dans les différents territoires dits d'outre-mer, historique, mais aussi toujours d'actualité. D'où notre coup de poing sur la table. Merci beaucoup. Et ça m'est revenu en tête, peut-être dernière, par rapport à votre question sur la comparaison avec des pires situations en France. C'est un exemple très spécifique et je pourrais vous respécifier à l'écrit les chiffres exacts, la source, etc. parce que je le fais de mémoire, mais encore une fois, dans le cadre de la sécheresse à Mayotte en 2023, je disais qu'il y avait donc une vingtaine de points de distribution sur tout le territoire mahorais, ce qui revenait dans certaines localités à plus de 10 000, voire 15 000 personnes par point de distribution.
Et il y a eu une jurisprudence que je vous retrouverai qui concernait un camp de migrants dans le nord de la France où il y avait un point de distribution pour environ 6000 personnes, donc largement 2 fois moins, le fait qu'il y avait un point de distribution pour 6000 personnes avait été considéré comme illégal. Et pourtant, ça a été développé et le Conseil d'État n'a pas retoqué quand il s'est agi du territoire mahorais. Donc voilà, ça donne un point de comparaison. Je vous retrouverai les chiffres exacts. Et pareil, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par cet exemple, réécrivez-moi parce que là, c'est de mémoire. Donc voilà.